ce sujet, ludothèque et élection municipale, il est arrivé d'une volonté, enfin, du conseil d'administration de l'ALF de parler de ce sujet des élections municipales qui approchent très rapidement. Et je dirais que ça s'inscrit dans une tendance que toutes les autres têtes de réseau quasiment ont porté également, hein. C'est-à-dire qu'on manifeste quels sont les enjeux, hein, pour notre réseau liés à ces élections. Alors, pour commencer, si tu veux bien, Oriane, on peut se poser la question de est-ce le rôle de l'ALF de se positionner sur des événements politiques comme les élections municipales, hein. C'est une question nous a posée à plusieurs reprises. Est-ce que l'ALF a un rôle politique? Est-ce que l'ALF soutient un parti politique? Donc on va commencer par ce point-là. Alors déjà, il faut préciser ce qu'on entend par politique, hein, parce qu'il y a différentes manières de comprendre le mot politique. Il y a une vision philosophique, hein, ce qu'on appelle parfois le politique, qui est simplement le constat, le fait que les êtres humains que nous sommes ont une organisation sociale, ont des interactions sociales. De ce point de vue-là, ce qu'on fait en ludothèque, c'est quand même du politique, puisque comme on a prétention à faire se rencontrer des gens, à faire jouer des gens, hein, à créer du lien social, à favoriser le lien social. Bon, de ce côté-là, il y a pas trop de soucis. On relève de cette définition du politique. Ensuite, il y a la question de la politique, de manière un peu plus générale, qui est l'organisation de la vie en société. Comment on s'organise, comment on organise les rapports sociaux entre les personnes. Alors là-dessus, je dirais qu'on n'a pas trop le choix, hein. On est un peu obligé de s'intéresser à l'organisation sociale, puisque d'une part, les ludothèques font partie de cette organisation sociale, et parce qu'elles y contribuent aussi, hein. Elles organisent une proposition pour des publics. Donc on a le choix en ludothèque d'être ouvert à tous les publics. C'est une forme de prise de position de l'organisation sociale. On pourrait choisir d'exclure certains types de publics sur différents critères. Ça n'est pas le cas. Donc ça, c'est un choix politique. Et puis l'organisation sociale, elle nous prend aussi comme contenu. Il y a des lois qui s'appliquent aux ludothèques. Alors, pas beaucoup de textes réglementaires qui considèrent les ludothèques, mais il y a quand même tout un ensemble de lois qui les concernent. Et puis, il y a une place qui leur est donnée dans la vie de la cité, de la ville. Donc, forcément, on est un peu concerné par cette organisation politique générale. Et puis ensuite, le dernier niveau, c'est ce qu'on pourrait appeler la politique politicienne, qui est celle qui a une connotation un peu plus négative aujourd'hui, hein, que j'ai résumée en vous mettant une définition d'un écrivain du début du XXe siècle, là, Ambrose Bierce, qui montre bien que il y a parfois des doutes, hein, sur les intentions des personnes qui ont la prétention d'organiser la société. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt de tout le monde qui les intéresse ou est-ce que parfois c'est des intérêts un peu particuliers? Donc cette politique politicienne, elle se traduit aujourd'hui par des enjeux de pouvoir, des conflits d'intérêts de personnes qui se mêlent de la politique, et puis ce qu'on appelle la politique partisane, c'est-à-dire l'organisation à partis politiques qui vont parfois chercher à défendre l'intérêt de leur parti plutôt que l'intérêt collectif. Et donc sur ce dernier point, autant l'ALF a prétention de faire du politique au sens philosophique, de la politique, parce qu'on se mêle de l'organisation sociale, autant le jeu politicien, la politique partisane, c'est pas tellement notre affaire et on ne soutient pas de parti politique particulier. En revanche, on va voir que peut-être qu'il y a certaines idées qui sont un peu incompatibles avec ce que portent les ludothèques. Donc voilà, ça c'est pour préciser en quoi finalement ce qu'on propose peut être dit politique, mais dans des sens précis du terme, et qu'il ne s'agit pas de présenter la LF aux élections ou de soutenir des partis en particulier. Alors, on va poursuivre, si tu veux bien, Oriane, en rappelant aussi que le sujet du jeu,
donc ce qu'on fait quand même principalement en ludothèque, est un sujet politique. Alors, euh, c'était pas forcément le sujet il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on se rend compte de manière très forte. À la fois parce que les jeux parlent aujourd'hui et ont toujours parlé de politique, hein. Les jeux en tant que support et les jouets en tant que support de messages peuvent contribuer à diffuser des images politiques. Et ça, c'est un sujet vraiment tendance, puisqu'il y a un livre qui est sorti sur le sujet, hein, que vous voyez là à l'écran, qui est sorti fin d'année dernière, de Henri Kermarek, hein, qui est auteur de jeux de société, graphiste et très investi dans le milieu du jeu. Donc ce livre, ce n'est qu'un jeu, usage politique du jeu de société, mais qui montre que le jeu et politique, enfin jeu de société et politique ont toujours été liés et mêlés. Donc des jeux qui diffusent des messages, et comme des jeux diffusent des messages, ben, ils peuvent être pris comme contenu de décisions politiques. Et ça a été le cas récemment avec des jeux qui ont fait parler d'eux parce qu'ils ont été attaqués politiquement et juridiquement, hein, qui sont par exemple les jeux Antifa et plus récemment Fashorama. Hein, Fashorama qui a fait l'objet d'une plainte du ministère de l'Intérieur, et Antifa qui avait été temporairement retiré des rayons de certaines enseignes suite à des plaintes de l'extrême droite. Donc, quelque part, on voit que puisque le jeu peut avoir des messages politiques, bah, la politique s'intéresse au jeu, et on en a des exemples hein, dans l'actualité. Ben oui, la politique donne une place au jeu, s'intéresse au jeu, légifère sur le jeu. Donc, quelque part, on est un petit peu concerné quand même, hein. Un des derniers exemples en date, hein, ça a été l'année dernière. Le ministère de la Justice, pardon, qui avait ordonné un peu de manière péremptoire, hein, parce que ça avait été absolument pas légiféré ni rien du tout, c'était plus une formule, d'arrêter les activités ludiques en prison. Bah, du coup, il y a des ludothèques qui ont eu leur activité impactée par cette déclaration journalistique impromptue, et donc c'est quand même un peu un signe qu'on est directement concerné par ce que va être décidé, enfin, ce que vont décider de faire les hommes et les femmes politiques. Alors, on va avancer sur le sujet des ludothèques, hein. Pourquoi les ludothèques vont être concernées par ces élections municipales? Quel impact ça peut avoir pour elles? Ben, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est l'impact budgétaire. C'est-à-dire quel argent, quels moyens on va donner aux ludothèques pour qu'elles puissent fonctionner. Et ça concerne aussi bien les structures de collectivité, hein, les ludothèques municipales et intercommunales, qui, pour rappel, représentent à peu près 55% des ludothèques, que les associations, qui sont plutôt de l'ordre de 45%, mais les deux sont impactés par ces prises de décision, hein, par ces choix, de manière un petit peu différente. Donc, là, je l'ai illustré voilà, concernant les ludothèques municipales, par un exemple hein, d'une pétition lancée par des citoyens pour dire, ben, dans cette ludothèque municipale, le service public n'est pas à la hauteur, hein, il y a pas assez de postes pour garantir un service de qualité, donc la ludothèque a besoin de plus de moyens pour pouvoir fonctionner correctement. Effectivement, euh, ces choix budgétaires, c'est certes des emplois pour les ludothécaires, c'est aussi la qualité d'un service rendu à la population, hein. On peut évidemment pas faire le même travail quand on n'a pas de moyens, hein, porter la même qualité de jeu quand on a peu de moyens que quand on en a davantage. Et enfin, c'est aussi la question de la qualité de vie au travail des ludothécaires, hein, qui est aussi un sujet hein, qu'on avait abordé il y a 2 ans lors d'une formation d'été, hein, parce qu'il y a un réel mal-être au travail des ludothécaires dû justement à une pression sur du fait de leur demander de faire toujours davantage avec des moyens soit constants, soit qui se réduisent.
Donc, il y a un impact important, hein, du budget des ludothèques. On va faire un petit focus en passant à la diapo suivante sur les associations, parce que là, il y a même quelque chose d'assez grave qui est en train de se produire et sur lequel a alerté bah, notamment le mouvement associatif, mais tous les acteurs sociaux impliqués aux côtés des associations. Euh, on, on a parlé, enfin, plusieurs acteurs ont parlé de plan social invisible, hein, ou de plan social silencieux, parce qu'il y a une quantité astronomique d'emplois qui sont en train de disparaître dans les associations, qui, pour rappel, représentent à peu près 10% de l'emploi en France, hein. Donc c'est un peu plus de 2 millions de salariés, hein, qui sont dans le secteur associatif. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 150 000 emplois qui sont en risque grave de disparaître dans l'année en cours, quoi, voire dans les mois qui viennent. Avec un tiers des assos qui ont moins de 3 mois de trésorerie, donc qui sont dans un équilibre très précaire. Et si des choix communaux devaient aller vers une baisse de subventions, bah, il y aurait sans aucun doute des fermetures de ludothèques qui vont se produire, sachant que c'est déjà le cas, hein, depuis le début de l'année dernière. On a été confronté à plusieurs reprises, enfin, voilà, des ludothèques qui nous ont informés ou qui nous ont alertés du fait qu'elles fermaient leurs portes, hein, parce que elles n'avaient plus les moyens nécessaires pour continuer leur action. Donc, il y a ce problème-là, hein, le problème du budget. L'autre point de tension identifié, c'est la perte d'autonomie, la restriction des libertés des équipements. Alors là encore, qu'ils soient publics ou associatifs. Alors du côté du monde associatif, c'est notamment ce qu'on appelle maintenant le contrat d'engagement républicain, qui fait porter certaines contraintes sur les ludothèques, qui, quand on les lit comme ça, peuvent paraître légitimes, mais dans la façon dont elles sont utilisées par les municipalités et les préfectures, bah, font que, il y a une instrumentalisation de ce contrat d'engagement républicain, bah, pour pratiquer des mesures de rétorsion, hein, vers les associations qui ne plaisent pas trop aux politiques en place. Alors, là, je vous ai mis un extrait d'un rapport de l'ONU, hein, quand même, sur le contrat d'engagement républicain. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez bien identifié, les problèmes que ça pose. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de cas de ludothèques qui ont été directement affectés par le contrat d'engagement républicain, mais ça pourrait arriver très rapidement. Et puis ça affecte surtout des associations partenaires, hein, qui voient perdre leurs subventions, donc qui ferment en utilisant le prétexte, hein, du contrat d'engagement républicain. Donc il y a une forme de contrôle des libertés, hein, qui est exercée par cet outil. Du côté des structures de collectivités, des structures publiques, là aussi, la question de l'ingérence effectivement des politiques en place, d'une forme de censure exercée par la pression politique, commence déjà à se poser en bibliothèque. Donc avec effectivement des incitations très fortes à proposer certains ouvrages ou à ne pas en exclure d'autres. Donc il y a une garantie qui a été apportée il y a quelques années quand même pour préserver un petit peu de ces risques les bibliothèques, hein. C'était la loi Robert. Mais bah, le risque est toujours présent et d'autant plus, hein, comme on l'a vu précédemment, le jeu pouvait avoir enfin, c'est un courant qui est en train de se développer aussi, hein, d'avoir des jeux qui sont vecteurs de messages, en tout cas qui choisissent des thématiques moins neutres que les thématiques classiques de jeux de société, hein, ou qui font des choix aussi au niveau du jouet, dans les représentations de la diversité, des choses comme ça, bah, c'est des choses qui peuvent être affectées par des décisions politiques. Alors, tout ça, ça concerne directement les ludothèques, et puis il y a aussi, elles sont affectées aussi par un contexte plus général.
qui alors n'est pas très réjouissant, hein. Je pense que ce webinaire n'est pas forcément l'antidépresseur le plus efficace, hein, mais bon, c'est le contexte qui veut un peu ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a les moyens des ludothèques qui diminuent et d'un autre côté, on a globalement les besoins qui augmentent. Il y a de plus en plus besoin des ludothèques pour des raisons que vous voyez ici affichées, qui sont multiples, hein, mais qui sont que globalement, les écarts au sein de la population se creusent, hein, avec des inégalités économiques, hein, qui se creusent, les pauvres étant toujours plus pauvres, hein, avec une hausse record en 2025 du taux de pauvreté, et puis les personnes qui ont davantage d'argent qui en ont toujours plus. Donc, ça crée forcément un manque euh, au niveau de l'organisation sociale, une crise de confiance, hein, dans la politique qui a été identifiée notamment par des études menées par Sciences Po, hein, qui montrent que les citoyens et citoyennes n'ont plus confiance dans la représentation politique pour prendre les décisions qui seraient dans l'intérêt général. Et du coup, une crise de confiance, ben, un délitement du lien social, une défiance, des replis identitaires et communautaires qui se produisent. Et donc, euh, comme les ludothèques ont la prétention de répondre à ce type de problème, ben, si les problèmes s'aggravent, ben, le travail devient plus compliqué pour nous, hein. Forcément, il y a toujours plus à faire, il y a toujours plus de besoins, mais on n'a pas plus de moyens pour y répondre, donc forcément, ça nous impacte directement. Enfin, pour mentionner aussi la question de la santé mentale des enfants et des adolescents, hein, sur lesquels on insiste pas mal depuis quelques années, parce qu'il y a un rôle direct du jeu enfin, en tout cas des espaces de liberté et d'autodétermination laissés aux enfants et aux adolescents qui est extrêmement importante. Et là-dessus, on peut pas dire que le soutien apporté à aux ludothèques soit vraiment à la hauteur des enjeux. Donc il y a toutes ces questions. Et pour finir, si tu veux bien, Oriane, le dernier point qui concerne les ludos, c'est qu'il y a quand même des propositions, ou en tout cas euh, des points d'interpellation qui existent, qui concernent directement les secteurs d'intervention des ludothèques. Alors là, on en a identifié deux parce que ce sont principalement les deux auxquels les ludothèques sont le plus souvent associées et rattachées, c'est l'enfance et la culture. Alors, deux sujets alors ça a été fait remarquer par pas mal de journalistes ou d'acteurs qui suivent ces élections municipales, deux sujets qui passent un peu à la trappe, qui sont un peu invisibilisés, hein, car peut-être considérés comme moins importants, alors qu'évidemment pour nous ils sont un peu essentiels, hein. Ne pas, enfin, minimiser les politiques en faveur de la jeunesse et de l'enfance, ça paraît quand même politiquement un peu irresponsable. Là-dessus, il y a une proposition qui a été faite donc par les Francas, donc qui est une association d'éducation populaire partenaire de l'ALF, hein, avec laquelle on a plusieurs fois euh, mis en place des partenariats. Donc vous aurez le lien vers les propositions des Francas, mais en tout cas, il y a une invitation à remettre la question de l'enfance un peu au cœur des préoccupations de ces élections. Idem pour la culture, hein, c'est un sujet dont on parle pas trop, mais le constat est que les collectivités territoriales, qui sont un acteur très important de la culture sur les territoires, soutiennent de moins en moins les projets et sont un peu parfois débordés aussi par tout ce qu'il y a à faire du côté de la culture. Donc, dans tous ces éléments, tout ce contexte nous invite à agir, à faire quelque chose pour les ludothèques, mais à ne pas forcément faire n'importe quoi, hein, ne pas faire preuve d'opportunisme en disant allons trouver les personnes qui sont le plus prêtes à nous donner de l'argent et puis soutenons-les. Les choix qu'on fait de ce côté-là sont liés aux valeurs que défendent
Alors peut-être pas toutes les ludothèques, mais en tout cas celles qui se reconnaissent dans le discours et les valeurs portées par la LF, donc euh, qui ont été votées hein, il y a quelques années en Assemblée générale, hein, que j'ai résumé ici. Transformation sociale, c'est-à-dire qu'on a envie, quelque part, que les ludothèques servent à quelque chose, hein, pour aller vers euh, une société meilleure, hein, ou peut-être un peu moins pire. Et une transformation sociale qui ne va pas aller dans n'importe quel sens non plus, mais dans le sens des autres valeurs qu'on a affirmées, qui sont l'émancipation, l'augmentation du pouvoir d'agir des personnes, l'augmentation des libertés, la solidarité, hein, pour éviter encore une fois les formes de repli de chacun pour soi, d'espèces de darwinisme social qui peut être aussi porté par certaines idées politiques. Et enfin, d'aller dans le sens de l'épanouissement et le bien-être de l'individu, hein, enfin des individus en général, c'est-à-dire que on veut tout simplement que tout le monde aille mieux et pas que certaines personnes aillent mieux au détriment d'autres. Hein, je pense que c'est ça les valeurs qui nous animent, alors dans lesquelles évidemment tout le monde ne va pas forcément se reconnaître, mais ce sont celles qui ont été majoritairement, démocratiquement décidées d'être portées par l'ALF. Alors, si on poursuit, on se rend compte que ces valeurs, elles sont par définition incompatibles avec les positionnements enfin, avec les idées d'extrême droite. Hein, et là, je parle bien d'idées d'extrême droite. Hein, on ne parle pas de partis particuliers qui pourraient être identifiés comme étant d'extrême droite. Ce sont des idées qui peuvent être reprises par n'importe quel type de parti. Hein, et c'est les idées qu'on combat, pas forcément les partis. Enfin, après, s'il y a des partis qui portent que ces idées-là, forcément, par le fait, on va avoir du mal à s'associer avec. Cette idée d'incompatibilité entre ce qu'essayent de faire les ludothèques et les politiques d'extrême droite, on n'est évidemment pas les seuls à l'ALF à les porter. C'est quelque chose qui est très largement porté du côté de l'ensemble des associations et du côté notamment des mouvements d'éducation populaire. Ah, là, vous en voyez deux exemples hein, de travaux, de dossiers qui ont été construits, dont notamment celui que vous voyez réalisé par le CNAGEP, hein, donc le regroupement des associations de jeunesse et d'éducation populaire, qui a fourni un guide très intéressant hein, sur un kit hein, de travail sur comment on peut concrètement sur le terrain euh, lutter contre les idées d'extrême droite, lutter contre la désinformation, hein, contre les fausses idées qui sont transmises de manière un peu continue par les médias et les réseaux d'extrême droite. Donc là-dessus, effectivement, on peut difficilement faire autrement qu'avoir un positionnement politique parce qu'il est assez clair que euh, les, 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 euh, les valeurs de l'extrême droite ne vont pas aller dans le sens de ce qu'on essaye de développer en ludothèque. Alors, maintenant qu'on est sur ce positionnement, qu'on a saisi l'intérêt qu'il pouvait y avoir d'agir en lien avec ces élections municipales pour les ludothèques, comment est-ce que concrètement on peut faire? Alors, c'est sûr que les leviers d'action vont être un peu différents pour les associations et pour les équipements de collectivités, mais déjà, il y a un premier moyen d'action qui sera commun à tout le monde, ça va être de poursuivre, hein, peut-être d'accentuer le travail d'information sur à quoi servent les ludothèques, hein, à quoi elles contribuent, ce qu'elles produisent, ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière un peu technocratique, l'impact social des ludothèques. Alors là-dessus, ça va pas être maintenant le moment de développer cette thématique-là parce que c'est quelque chose dont on parle souvent, sur lesquels on apporte pas mal d'outils. Traditionnellement, il y a quatre grandes missions hein, qui sont identifiées, enfin trois qui sont identifiées traditionnellement et une qui s'est rajoutée plus récemment pour les ludothèques.
qui sont une mission éducative, hein, avec le côté de l'éducation informelle, de l'éducation populaire. Bah oui, on participe à l'éducation, même si on n'est pas aligné sur les méthodes et les thématiques d'apprentissage de l'éducation nationale. Il y a un apport culturel, parce qu'il y a la revendication que le jeu est une pratique culturelle et qu'elle contribue à ce qu'on a appelé, enfin, ce que Sophie Marinopoulos a appelé notamment la santé culturelle, hein, de l'individu et notamment des jeunes enfants. Hein, une thématique qui est portée aujourd'hui à travers l'éducation artistique et culturelle. Ben oui, c'est important de se confronter à des formes culturelles et puis c'est important de rencontrer des personnes qui peuvent être de cultures différentes. Et alors, cultures différentes, ça peut vouloir dire de générations différentes, de classes sociales différentes, etc. Donc éducatif, culturel, social, là aussi c'est un enjeu très fort pour les ludothèques, hein. On crée du lien entre les personnes, on crée des possibilités d'activité sur des territoires où il peut y avoir une offre assez faible, hein, notamment dans les quartiers prioritaires. On fait se rencontrer des gens autour d'une activité qui est le jeu, et comme les enfants sont un peu concernés par cette activité, bah, il y a aussi une dimension de soutien à la parentalité, hein, d'accompagnement des parents qui se joue aussi. Donc volet social. Et enfin, la thématique dont on a parlé un peu précédemment qui s'est rajoutée, c'est un impact sanitaire, hein, en termes de santé mentale en tout cas, parce que des espaces où on peut aller en sortant de chez soi, en rencontrant d'autres personnes, et en prenant le temps aussi de faire une activité libre, hein, c'est ça qui est très important pour la santé mentale, bah, ça a un réel impact. Et aujourd'hui, on a identifié que certaines ludothèques commencent à être identifiées par les ARS, hein, les agences régionales de santé, comme effectivement des acteurs, enfin, des actrices de cette santé mentale. Donc voilà, il y a ces quatre volets qui sont quand même pas négligeables, hein, par rapport, si on regarde l'ensemble des missions, hein, des services publics et des collectivités territoriales, les ludothèques cochent quand même un certain nombre de cases. Mais ça, il faut que les candidats aux élections municipales en aient conscience, hein, pour pouvoir faire leur choix, prendre leurs décisions en connaissance de cause. Hein. Et il y a effectivement, enfin, c'est quelque chose qu'on a constaté, un déficit, hein, de connaissance et de compréhension des enjeux qu'il y a autour du jeu et des ludothèques. Au niveau de l'ALF, on essaye de mettre des choses en place pour informer les élus, alors à tout niveau, hein, au niveau de la représentation nationale, euh, des ministères, de l'Assemblée nationale, mais on a besoin aussi du réseau et des ludothèques pour faire le travail directement, voilà, à l'échelle où elles se trouvent, c'est-à-dire sur les communes et les intercommunalités. Donc ça, c'est le premier point, hein, c'est de continuer à informer sur ce que font les ludothèques. Ensuite, du côté plus spécifiquement des associations, il va y avoir des leviers qui vont être un peu spécifiques, notamment le fait de demander publiquement aux candidats quelles sont leurs intentions, quels sont leurs engagements par rapport aux ludothèques. Et ensuite, évidemment, de diffuser, publier, faire connaître à la population ces engagements. Alors pourquoi ça c'est un levier intéressant? Parce que, mine de rien, les ludothèques ont quand même un poids politique parce que ce sont des équipements auxquels la population est très attachée. Alors ça ne veut pas dire que des municipalités ne pourront pas s'en prendre aux ludothèques, et on a des cas effectivement où on a vu un certain nombre de projets retoqués par des changements de municipalité, hein. Il y a eu le cas, alors il y a assez longtemps de ça, sur la ville de Montpellier, hein, qui développait très fortement les ludothèques, et puis un changement de municipalité a mis un coup d'arrêt assez brutal à ça. Peut-être que Yves pourra en témoigner tout à l'heure.
Et puis, autre exemple, hein, c'est le projet de Centre national du jeu qui avait été porté par la ludothèque de Boulogne-Billancourt, enfin aujourd'hui le Centre ludique de Boulogne-Billancourt, et qui là aussi hein, a été stoppé net par un changement de politique municipale. Alors donc si en amont, on prend le temps de demander aux candidats quels sont leurs engagements par rapport aux ludothèques, ben, ça peut être un peu un moyen alors après, ils tiendront leurs engagements ou pas, hein, on est bien d'accord, mais ça peut être un moyen de leur amener à énoncer publiquement un positionnement hein, qui leur sera peut-être plus difficile, enfin sur lequel il sera plus difficile de revenir par la suite hein, si elles l'ont annoncé clairement dès le départ. Autre levier possible pour les associations. Si tu veux bien, Oriane, passer à la diapo suivante, c'est de ne pas s'isoler et de renforcer les solidarités avec d'autres associations, l'entraide entre associations. Ça, c'est quelque chose qui est important dans la mesure où, en tout cas, ça a été assez bien identifié aujourd'hui, on est dans une espèce de forme de mise en concurrence des associations entre elles hein, avec le discours, ben voilà, on a un budget limité, on va peut-être privilégier certaines associations au détriment d'autres, ou alors on va fonctionner par appel à projet et c'est certaines associations qui vont le remporter et pas d'autres. Et donc pour lutter face à cette tendance finalement de séparation, hein, de division du milieu associatif, c'est important de quand d'autres associations sont affectées par des choix budgétaires ou par des interventions politiques, bah, de ne pas se dire ah ouf, c'est tombé sur eux, c'est pas tombé sur moi, mais au contraire hein, de les soutenir et de dire non, on n'est pas d'accord pour que ok, vous avez donné des sous à la ludothèque, mais s'il y a une autre association qui nous paraît absolument indispensable au territoire qui doit disparaître pour ça à côté, bah non, ça nous convient pas. Donc développer ce soutien associatif, alors qu'on pourrait aussi transposer à l'échelle de ce qu'on fait à l'ALF. Hein. C'est sûr que plus les ludothèques sont isolées, moins leur parole est portée collectivement, bah, plus elles sont fragiles et plus c'est facile de s'en prendre à elles individuellement. Hein. Nous, on essaye ces derniers temps, à chaque fois qu'on a une ludothèque qui nous alerte sur sa situation, qui est un petit peu en danger, ben, on essaye d'aller rencontrer euh, au moins les CAF, ou enfin des acteurs du financement des ludothèques pour voir ce qui coince et s'il n'y a pas des leviers qui pourraient être trouvés pour débloquer la situation. Donc ça, c'est une autre forme d'action possible. Et ensuite, donc là, ce sera dans l'après-élection. Il va y avoir un travail quelque part de formation, hein, de sensibilisation des élus. Alors à la fois sur le travail des ludothèques, hein, sur ce que font les ludothèques dont on a parlé précédemment, et puis aussi sur comment fonctionnent les associations, de quoi elles ont besoin, hein, parce que les élus n'ont pas toujours toutes les clés hein, pour comprendre les enjeux qu'il y a autour de ça. Et donc le mouvement associatif a produit un outil hein, dont vous aurez le lien dans la présentation, hein, qui est le kit asso de l'élu, hein, après qui est très facile à retrouver aussi si vous le cherchez sur un moteur de recherche, qui donne tout un tas d'éléments d'information à distribuer aux élus, à leur partager, etc., pour qu'ils aient une meilleure conscience des enjeux, hein, et qu'ils puissent prendre leurs décisions en conséquence. Voilà, et pour le côté plus spécifique aux collectivités territoriales, alors forcément, les collectivités territoriales, hein, les ludothécaires qui sont dans la fonction publique, sont beaucoup plus limités dans leurs moyens d'agir par rapport aux élections. Néanmoins, ils ne sont pas totalement limités, et là-dessus, je pense que c'est très important de ne pas, parce qu'on a un statut de fonctionnaire, ne pas se donner plus de restrictions, de s'interdire plus de choses que ne le prévoit la loi. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on a identifié un peu aussi en discutant avec des ludothécaires de structures
municipale ou intercommunale, c'est qu'il y avait une espèce de surinterprétation, hein, du devoir de réserve des fonctionnaires. Et il faut savoir notamment que vous pouvez être fonctionnaire et être vous-même candidat à des élections, hein, et affilié à un parti politique ou afficher votre soutien à un candidat ou à un parti, ben oui, parce que vous avez beau être fonctionnaire, le fait d'être fonctionnaire ne prend pas le pas sur la liberté d'expression et d'opinion, qui est une liberté fondamentale garantie par la Constitution. Alors là où il faut en revanche avoir une vigilance, ça va être dans la façon dont les prises de position sont exprimées. C'est-à-dire que globalement, il faut éviter d'insulter les gens, hein, aussi parce que c'est mal vu, hein. Vous êtes vous avez quelque part en tant que fonctionnaire un peu un devoir d'exemplarité. En tout cas, ce qui est pris en compte, hein, quand il y a une expression de fonctionnaire pour savoir si ça outrepasse le devoir de réserve ou si c'est totalement acceptable, hein, c'est les critères que vous voyez là, hein. Le niveau hiérarchique de la personne, hein, euh, dont on voit d'ailleurs à quel point il est peu respecté, hein, aujourd'hui, parce que des ministres qui font des déclarations qui sortent totalement de leurs fonctions et qui portent atteinte à la séparation des pouvoirs, ça devient de plus en plus fréquent. En revanche, si vous êtes un employé de catégorie C, ben, le devoir de réserve est moins attendu, hein. Vous avez plus de capacité à vous exprimer que si vous êtes ministre. Donc niveau hiérarchique, publicité et diffusion du propos, et la teneur et le ton des propos, ben là c'est plutôt sur la forme, quoi. Si vous avez le droit de critiquer en restant modéré et pas outrancier, hein, dans votre mode d'expression. Donc ça, c'est déjà une première euh, point d'information, de clarification pour soutenir les collectivités. Et puis le deuxième point, bah, c'est ce qu'on a vu, l'exemple qu'on a vu un peu précédemment, c'est que si le service public va mal, les premiers concernés, c'est également les citoyens et les citoyennes. Et donc, il y a tout à fait moyen de s'appuyer, bah, sur des personnes extérieures pour porter un discours auprès de la collectivité. Il y a des citoyens qui se sentent tout à fait concernés par ce qui se passe dans les services publics, hein. On en a eu l'exemple tout à l'heure avec la ludothèque de Saint-Brieuc, hein, où quelqu'un s'est saisi du problème en disant, mais non, mais c'est pas acceptable que la ludothèque fonctionne avec ces restrictions-là. Donc, il y a moyen de trouver du relais, du soutien, hein, auprès de la société civile, hein, tout simplement. Là, je vous ai mis, pour illustrer le propos, une petite image, hein, de mouvements citoyens qui ont pu changer des choses au niveau politique, hein, et avec une petite boutade de l'humoriste Guillaume Meurice, hein, qui avait publié ça après que Emmanuel Macron ait parlé des mouvements de révolte urbaine qu'il y a eu quelques années en disant que c'était la faute des jeux vidéo. Voilà, donc on peut il a peut-être dire bah, peut-être la Révolution française, c'est parce que les gens avaient trop joué aux jeux vidéo également. Voilà donc pour ce qu'on a identifié en tout cas comme enjeu et comme piste d'action pour les ludothèques. Et donc pour finir, vous retrouvez un certain nombre d'outils, hein, qui pourront vous aider. Alors soit produits par l'ALF, plus du côté on va dire de l'argumentation pour défendre l'intérêt des ludothèques, faire valoir ce qu'elles apportent au territoire, et puis des ressources fournies par des organismes extérieurs, notamment le kit du mouvement associatif, hein, qui est très bien fait, très riche, avec beaucoup d'outils. La campagne des Francas, hein, pour reparler un peu de la question de l'enfance dans les politiques publiques. Et puis, du côté du ministère de la Culture, et quand même prendre conscience qu'il y a un poids très important, hein, des collectivités territoriales dans ce qui est fait en termes de politique culturelle, et que donc, alors, les collectivités sont aussi confrontées à une baisse des moyens dont elles disposent et une augmentation des chantiers auxquels elles doivent répondre. Mais
la culture ne doit pas passer à la trappe dans les choix politiques qui sont faits. Voilà hein, pour ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc il nous reste 15 minutes pour répondre à d'éventuelles questions et aussi pour apporter des témoignages potentiels sur ce qui peut avoir été vécu au niveau de certaines villes, hein, ou de certaines ludothèques en tout cas. Donc si vous avez des témoignages à apporter de ce côté-là, bah, vous pouvez le faire maintenant. Hein, je sais pas, peut-être Yves, si tu veux dire un mot. Alors, je vais vous permettre de ouvrir votre micro. Voilà. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez réactiver vos micros. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez. Ça fonctionne là? Ouais, on t'entend, Yves. Bon, c'est juste pour évoquer ce que je me souviens, moi, du choc sur les ludothèques de Montpellier, qui, à l'époque, Montpellier avait un ratio ludothèque population assez important. Et le siège de l'ALF était à ce moment-là sur Montpellier. Et suite au changement de municipalité, beaucoup de ludothèques et d'associations s'étaient retrouvées en difficulté. Et c'est vrai que ça avait été relativement choquant. Après, les détails internes, moi, je ne me souviens pas trop de tout ce qui avait pu être impacté à ce niveau-là, mais c'était clairement je dirais, une conséquence politique des relations entre la nouvelle municipalité et le réseau des ludothèques montpelliéraines à l'époque, quoi. Et c'est vrai que je crois que plus l'agglomération est importante et plus je dirais, ça a de retombées sur la région. Après, sur les autres, ce type de réaction politique sur les petites structures sont aussi violentes, mais moins, entre guillemets, moins propagées en termes d'information et de communication. Mais tout ce qui a été dit, ça ne peut que renforcer l'idée que politique et ludo et politique sont liés et que le concept de jeu et la politique, pour moi, le jeu a toujours été un élément subversif et donc forcément lié à des réactions politiques. Merci beaucoup, Yves, pour ton témoignage. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir pour soit apporter des témoignages sur ce qui s'est passé sur leur territoire, soit poser des questions? Je peux reprendre la parole? Bien sûr. Juste pour témoigner aussi euh, sur, euh, sur notre territoire, niveau territoire départemental plutôt, euh, ce qu'on a pu constater par rapport à la politique, c'est l'absence, souvent, et ça revient à tout ce qu'on a dit sur l'information sur les ludos, l'absence des élus dans les prises de décision. Pour nous, pour les ludothèques du département, s'est souvent passé au niveau des relations qu'on pouvait entretenir avec les agents territoriaux, quelle que soit leur catégorie, et les prises de décision ont chez nous été prises à 99% par les agents responsables, cadres ou non cadres, euh, qui ont créé l'acceptation par l'élu, qui souvent connaissaient totalement pas, avaient une connaissance quasiment nulle de ce pouvait être une ludothèque. Donc ça renforce tout ce qu'on a dit, pour moi. Ouais, et en effet, à ce sujet, je crois il y a quand même le choix politique sur certains territoires d'avoir des agents spécialisés sur la question du jeu, hein,
ou de ne pas en avoir. Alors là, dans la plupart du temps, on n'en a pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi une volonté politique sur certaines villes, hein, enfin, des villes, on va dire, qui commencent déjà à avoir une certaine importance, d'identifier la culture ludique comme une de leurs missions. Et je pense notamment aux villes de Toulouse et de Rennes, où il y a des postes de fonctionnaires territoriaux qui ont en charge la coordination de la politique ludique, des ludothèques, etc. Donc ça aussi, hein, ça montre que selon la volonté politique, hein, aussi des municipalités, il y a une prise en compte du jeu et des ludothèques qui peut parfois être importante et qui est tout à fait intéressante. Et j'aimerais juste rajouter un petit quelque chose sur les alertes concernant la situation financière des associations. Au niveau de la l'ALF, on relaie aussi le kit de communication d'Exopé, qui a fait un gros travail aussi de pair avec le mouvement associatif. Et il y a beaucoup de visuels concernant la disparition des emplois dans la branche éclat. Donc ça peut être intéressant aussi de vous en saisir. Ils ont fait beaucoup d'informations et de visuels fort sympathiques. On pourra aussi leur rajouter ce document dans le support avant de le diffuser aux ludothèques. Domi, je vois que tu lèves la main. Merci beaucoup. Donc, Domi de Ludembule dans les Hautes-Alpes est trésorière de l'ALF nationale et secrétaire de l'ALF PACA. Je pense que les associations sont beaucoup en difficulté, mais il ne faut pas aussi sous-estimer que beaucoup de ludothèques municipales ou intercommunales sont également en difficulté par rapport à la restriction des budgets. Et puis, Deuxio, là, j'ai été sollicitée en tant que citoyenne par une liste pour un débat citoyen autour de la culture et j'ai trouvé ça bien chouette d'avoir l'occasion de pouvoir euh, faire vivre que le jeu est culturel et on m'a demandé aussi d'intervenir autour de l'éducation populaire. Et je pense que peut-être des ludos qui auraient un peu voilà, du temps et de l'envie peuvent aussi voilà, solliciter les candidats et candidates pour pouvoir intervenir sur des propositions lors de rencontres publiques et puis un petit peu tout bord. Je laisse. Merci Domi, effectivement, c'est une idée très importante de se faire identifier effectivement en tant que ludothèque comme acteur, actrice, en tout cas personne pertinente pour venir parler des questions d'éducation, de culture, de soutien à la parentalité, etc. Tout à fait. Très bonne remarque. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions ni interventions, je ne sais pas si Anne, tu veux dire un mot pour conclure? Oui, bonjour à tous et ce que je peux dire, c'est merci à vous d'avoir assisté à cette présentation qui, effectivement, n'est pas forcément enchanteresse. Ce que je peux aussi ajouter, moi, c'est que euh, il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et ça se passe à travers l'écriture et la distanciation de l'écriture du projet. Revenir toujours au projet. Donc, on vous a parlé des valeurs, on vous a parlé du pourquoi. Et pour pouvoir communiquer, que ce soit avec vos élus pour les collectivités ou bien vos élus au sein de vos CA pour les associations, il est essentiel que vous ayez bien ça en tête et que vous sachiez bien pourquoi vous faites les choses. Et ça se passe dans l'écriture du projet. Après, effectivement, on va aller dans une période où il va falloir faire preuve d'une finesse politique. Et quand je dis finesse, c'est aussi boussole. Et j'espère, je vous souhaite tous plein de courage et j'espère que la LF pourra se tenir à vos côtés. Voilà ce que je pouvais dire.
Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Et donc, on transmettra le support aux personnes qui se sont inscrites pour la visio. Merci beaucoup et bonne journée à vous.